Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur le procureur, nous avons cru avoir reçu hier soir un nouveau programme, un nouveau calendrier. Quel est le témoin que nous devons entendre ce matin? Il y a deux témoins déjà en place, Mariam Jamil Jamous et Shaïbo. Voilà. Bien, je rappelle que Mariam Jamous était programmée pour être entendue, effectivement, et que apparemment elle avait quelques difficultés, ce qui avait suscité que l'on veuille la remplacer, mais comme apparemment aujourd'hui elle est en état de pouvoir comparaître, je crois qu'on va la prendre. Bien. Bonjour madame. Bonjour, président. Bien, vous avez été cité pour venir devant cette chambre afin de nous relater les faits et événements dont vous avez eu connaissance et qui concernent la période 1982 à 1990, notamment le 1er décembre 1990. Et vous êtes victime partie civile. Pour ce faire, nous allons vous demander de nous dire quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Merci. Je me nomme Mariam Ahmad Jamil, fille de Ahmad Jamil et de Fatim Ibrahim. Je suis née le 12 mars 1962 à N'Djamena. Je réside à Mardian Dakfak, dans le 2e arrondissement. Je suis fonctionnaire au ministère EGG, secrétariat général du gouvernement. Domicile actuel? Oui. À N'Djamena. N'Djamena. Bien. Donc, étant donné que vous comparaissez comme témoin victime et partie civile, nous n'allons pas recueillir votre serment, mais nous allons directement vous inviter à nous faire état donc, des éléments de fait qui sont à votre connaissance. Merci. Oui, moi, au moment du 1er avril, je n'étais pas à N'Djamena, c'est vrai, mais dans le quinzaine du mois de mars 1989, compte tenu de la situation du pays, j'ai pris mon fils, on était parti à Paris. Donc, c'est
vers 7 heures, le 1er avril, vers 7 heures, que j'ai appris que mon mari et ses compagnons ont quitté N'Djamena. Donc, à la fin, vers le 14 avril, j'ai appris par la radio et par les Tchadiens qui vivaient à Paris que Hassan Diamous a été capturé par la force gouvernementale et ramené à N'Djamena. Donc, j'ai essayé de tout faire pour avoir au moins de ces nouvelles, mais mes demandes sont restées sans suite. Et le 25 avril, j'ai appris par la radio France Internationale qu'il est exécuté. Il est décédé, donc, et puis le gouvernement automatiquement a démenti cette déclaration. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, si je suis venue ici, donc à leur sortie, donc j'ai laissé ma fille adoptive à la maison au Tchad. Donc, comme mon fils était un peu malade, il avait un problème de bronchite, je l'ai amené à Paris. Donc, j'ai laissé ma fille adoptive à la maison. Comme j'ai un seul fils, je l'ai laissé à la maison à leur sortie. Donc, comme elle est à la maison, donc, les forces gouvernementales, avec les agents des DSS, ont encerclé la maison, ils ont tout pris, l'ont fait sortir. Elle était avec ma belle-mère, la mère de Hassan, à la maison. Donc on les a fait sortir et c'est ma mère qui est partie les chercher. Donc ils ont un peu tapé ma fille, mais elle n'a pas été arrêtée. Donc ma mère est partie les chercher et les a logés jusqu'à notre entrée. Le 1er décembre 1990. Alors donc, c'est pourquoi j'ai porté plainte pour savoir exactement où se trouve aujourd'hui, comme il a été exécuté, je sais, mais je voudrais savoir où se trouve sa tombe pour me permettre au moins de faire le deuil. C'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui ici. Bien, merci. Bien, la Chambre voudrait savoir, est-ce que, par la suite, lorsque vous êtes rentré, est-ce que vous avez des informations concernant, comment dirais-je, son exécution, puisque vous parlez d'exécution? Oui, parce que quand on était rentré, après avoir sorti, vous connaissez, en tant que musulman, on est obligé de faire le deuil 4 mois et 10 jours. Après avoir sorti, donc il y a une commission qui a été mise en place. Donc le président de la commission, en l'occurrence de M. Mohamed Hassan Abakar, m'avait appelé donc, pour me poser certaines questions. Et il m'a montré la photo. Est-ce que vous connaissez cette personne? J'ai dit, mais comment je pourrais ne pas le connaître? Ça, c'est mon mari. Il a dit, ok, je voudrais avoir la confirmation, c'est tout. J'ai dit, mais c'est mon mari, je le connais très bien. Mais je sais que c'est dans l'enceinte en N'Djamena, mais je ne sais pas où. Si c'est à la DTS ou à la présidence, ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'il a été exécuté en N'Djamena. Il avait le torse nu, mais malheureusement, je n'ai pas amené la photo avec moi, sinon je vais vous le montrer. Les motifs de cet acte, est-ce qu'on vous les a clairement indiqués? Non. D'accord. Monsieur le procureur, le témoin à vous. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, quand on vous a montré la photo, vous n'avez pas constaté de blessures sur le corps de votre mari? Vraiment,
Je sais pas, je me rappelle pas très bien, j'ai vu la photo, il avait la torse nu. Donc, il était à sol, torse nu. Et il était affaissé sur le sol. Oui. Torse nu. Bien. Vous êtes parti en France au mois de mars Oui. 89. Oui. Est-ce que durant le temps qui a précédé votre voyage, vous n'avez pas eu à discuter avec votre mari sur la situation du pays? Est-ce qu'il disait qu'il était en danger ou bien que les Agawa étaient en danger? Non, il nous appelait souvent, mais on ne discute pas de ça au téléphone. Parce que tous les téléphones sont sur table d'écoute. Je veux dire, avant que vous ne partiez. Vous êtes parti le mois de mars et les événements ont eu lieu le 1er avril. Le 1er avril, oui. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé votre voyage en France? Non, moi j'étais d'abord mon fils était malade. Donc, vu la situation de mon fils, comme il avait une bronchite chronique, donc j'étais obligée de l'amener à Paris. Et puis, j'étais partie, si je savais qu'il y a quelque chose, je n'allais pas descendre à l'ambassade. Donc, j'étais partie descendre à l'ambassade du Tchad. J'étais logée à l'ambassade du Tchad. Mais quelle était la situation politique avant votre départ? Est-ce que c'était une situation difficile pour les Agawa? Difficile. Difficile, cela veut dire quoi? Donc, difficile, quand j'ai dit difficile, parce que comment on peut accepter une personne que tu collabores avec ton président et puis il emprisonne tout ton entourage, tous tes frères, tous tes neveux. Donc, c'est une façon de te pousser à la révolte. C'est tout. Et la révolte, d'après vous, a commencé bien avant le 1er avril? Bien avant. Et quelle était cette forme-là? Cette révolte, avec quelle forme? Bon, l'arrestation, c'est surtout l'arrestation de Siddiq Fadoul, de Ismaël Chaïbo, de le Yacoub Sinin, qu'il a arrêté au nord du pays, de Yacoub Adam Eregue, de Ibrahim Kossi, du défunt Adam Omar. Donc, vraiment, c'est ça qui a poussé, c'est un peu l'humiliation. Ces personnes-là étaient des Agawa? Oui. Est-ce qu'ils avaient des fonctions au niveau de l'État? À part Yacoub, qui était fonctionnaire à la SECNA. Ouais. Mais les autres sont des hommes d'affaires. Et puis Siddiq, qui était au Gound avant, et c'est le défunt qui était parti le chercher pour rallier le gouvernement. Et quelles étaient les dispositions qu'ils allaient prendre pour faire face donc, aux exactions dont ils étaient victimes? Est-ce que vous avez eu vent de dispositions que les membres de la famille Zagawa donc, avaient décidé de prendre pour juguler donc, les exactions dont ils étaient victimes? Non, aucune. Okay. Vous n'avez pas entendu votre mari parler de riposte ou bien de quitter donc le régime Abré pour aller s'enfuir? Pas du tout. Bien. Vous aviez des enfants? J'avais un seul qui est décédé. Ah bon, ah bon. Ok. D'accord. Vous n'avez plus d'autres questions? Le parquet n'a terminé? Oui. Je crois qu'il a fini. Donc, y avait-il un communiqué du gouvernement sur la mort de votre mari? Non, un communiqué, non, mais sur son arrestation, oui. Parce qu'après son arrestation, je pense qu'il y a eu un meeting que Hissène, qui est là à ma gauche, il a déclaré lui-même à tout le peuple tchadien que j'ai arrêté
à Hassan Diamous, et on a mis en débandade le groupe islamiste. Et puis, les forces gouvernementales sont en train de faire les ratissages. Donc, en aucun moment, il n'y a pas eu de communiqué disant que Hassan Diamous a été exécuté. Non. Donc, le communiqué ne porte que sur son arrestation. Oui. Bien. Donc, Monsieur le Président, la photo dont on parle peut être vue dans le dossier belge numéro 5 à la page 168, ou bien dans le rapport de la Commission nationale d'enquête, page 149. Bien, le parquet en a terminé pour les questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Le Conseil des parties civiles, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Diamous. Bonjour, maître. Je m'appelle Jacqueline Moudéina. Je suis avocat des parties civiles. Vous avez parlé d'une photo que Maître Mamata Hassan Abakar, à l'époque où il présidait la commission d'enquête, vous a montré. Moi, j'ai le rapport d'enquête ici, le rapport qui a été versé au dossier. Je ne sais pas si c'est de la même photo que vous parlez. Je vais vous montrer la photo. À elle, s'il vous plaît. Oui, exactement. C'est ça. Voilà. Merci. Donc, vous n'avez pas pu remarquer des traces particulières sur le corps de votre mari à la vue de la photo? Non. Non, ce n'était pas possible. Nous avons également, dans les archives de la DDS, versé au dossier, nous avons eu une partie qui fait la situation des détenus de 89, où apparaît sur une liste le nom de Diamous. C'est le numéro 89, Monsieur le Président, sur la liste, qui précise que Diamous a été arrêté le 12 avril 89. Et nous avons également, c'est toujours des archives, des éléments versés au dossier. À la cote 2032, nous avons un rapport d'écoute. Il s'agit d'un rapport d'écoute de RFI au 5 avril 89 à 13h45, où on annonce l'arrestation du ministre de l'Intérieur, de Tahir Guinassou, et les responsables militaires. Je ne sais pas si c'est cela que vous avez écouté pour savoir que votre mari a été arrêté au 12 avril. Je ne sais pas si c'est ce communiqué, ou bien quel est le communiqué par lequel vous avez été renseigné que votre mari a été capturé. Non, j'ai appris à la radio. Il y a la radio RFI, il y a BBC qui ont cité que le défunt a été arrêté. Et puis finalement, ça a été confirmé par les Tchadiens qui étaient à Paris. Donc, juste son arrestation, mais pas son exécution. Vous n'avez pas été au courant de son exécution? Non. Est-ce que vous avez cherché à savoir s'il vivait après sa capture? Bien sûr. Et par quel canal? J'ai écrit même à l'Amnesty International par le canal de la Fondation Leclerc. Alors donc, mais je n'ai pas eu de suite.
Après avoir écouté son décès, j'ai dit, est-ce que c'est vrai qu'il est décédé? Donc, c'est pourquoi j'ai cherché à savoir. Et c'est la raison pour laquelle il m'a poussé à écrire. Mais c'est resté vraiment lettre morte. Donc, depuis lors, j'ai su que vraiment, il n'est plus. D'accord. Avant votre départ à Paris, est-ce que votre mari recevait ses frères à la maison? Vous avez cité un nombre de personnes arrêtées qui ont même perdu la vie. Je ne sais pas si votre mari, avant votre départ, recevait ses amis, ses frères chez lui. C'est comme n'importe quelle personne. Donc, il recevait ses frères qui viennent le trouver à la maison. C'est le jour où on peut rester et le visiter et causer avec lui, sauf c'est le dimanche ou bien le soir pour le dîner. Donc, on se retrouve tous en famille, mais il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est normal que les cousins, les amis viennent visiter, comme lui, il part le visiter. Et ces personnes, est-ce qu'il y en a eu une qui était arrêtée chez vous, en votre présence? Oui, c'était M. Siddiq Fadoul. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé et à quel moment exactement? C'était en 88, je ne me rappelle pas de la date exacte. Donc, Siddiq était venu avec le défunt ensemble, parce que comme j'ai des co-épouses, le défunt était de l'autre côté, mais il est venu à la maison avec Siddiq Fadoul. Donc, on était en train de dîner, nous deux seulement avec Siddiq, le défunt était en train de regarder la télé. Quand le garde du corps du défunt est venu nous dire, commandant, il y a quelqu'un qui a besoin de toi dehors. J'ai dit, il y a lequel d'entre eux? Comme Siddiq a été commandant de brigade aussi, et le défunt commandant en chef des forces armées. J'ai dit, lequel d'entre eux? Il a dit, le commandant Siddiq. J'ai dit, dites à la personne, il ne faut pas l'interdire de rentrer, dites à la personne d'entrer. Il est sorti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit à la personne. Il est revenu encore pour dire la personne a dit qu'il faut que Siddiq sorte le trouver dehors. Donc, j'étais en train de taquiner Siddiq. J'ai dit, mais quelle est la fille qui est venue te chercher dehors? Il m'a dit, ok, je vais aller la trouver. Si c'est une femme, je vais l'appeler pour venir manger avec nous. Il est sorti, il n'a même pas lavé la main. Il est sorti. 5 minutes ou 10 minutes après, il est revenu. Il a lavé ses mains, il a les clés de la voiture du défunt dans sa poche, il a enlevé, il a dit en arabe, Al-Moussama, si je ne reviens pas, ne me cherchez pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de raconter ça? Je me suis levé il sortait, je me suis levé pour l'attraper. Il m'a dit, non, madame ne sort pas. Et puis automatiquement, le défunt aussi, il m'a dit, madame ne sort pas. Il a parlé avec lui en Sahara. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit rien, il est sorti. Et il n'est plus revenu. Quand il est parti, j'ai demandé au garde du corps qui est venu chercher Siddiq. Il m'a dit que c'était Guinée Corée. Donc, c'est comme ça que je sais que Siddiq est arrêté. Et ils étaient arrêtés le même jour avec Ismaël Chaïbo. Et puis, automatiquement, quand Siddiq a été arrêté, on nous a appelés pour... il y a les enfants de Ismaël Chaïbo, les enfants, Yacoub Adam Ergue, qui est son cousin direct, le fils de son oncle paternel. Sa femme ou son frère est venu le trouver pour dire que Yacoub a été arrêté. Donc, les enfants d'Adoum Oumar aussi sont venus le trouver pour dire qu'Adoum Oumar a été arrêté. Donc, ils ont été arrêtés tous le même jour. Et toutes ces personnes étaient Zakawa? Bien sûr. Et vous étiez rentré, après Paris, vous étiez rentré exactement à quel moment? J'étais rentré à N'Djamena le 2 décembre. 2 décembre? En quelle année? 90. 2 décembre 90, c'est-à-dire juste après la chute de Hissène Habré. Et quand vous étiez rentré, vous avez retrouvé votre maison.
Oui, Sans problème. Elle n'était pas occupée, elle n'était pas habitée par d'autres personnes. non, ça a été occupé par d'autres personnes, mais tout le monde a pris la fuite. Donc, à mon arrivée, j'étais d'abord chez ma mère. De l'aéroport, j'étais partie directement chez ma mère. Et puis, à la fin, la famille de mon mari nous ont rassemblés dans notre maison conjugale pour faire le deuil. Alors, donc, on était partis chez nous, mais c'est pratiquement vide. Tout le monde a fui, ils ont laissé la maison vide, donc on est parti occuper notre maison. Voilà. Monsieur le Président, il y a un document, un élément qui est versé au dossier, c'est la cote D2035. Il s'agit d'un procès verbal de recensement établi par la DDS où les biens des personnes arrêtées ont été récapitulés. Et ici, je vois également les biens immobiliers appartenant à Hassan Djamous. Je ne sais pas si tous les biens qui ont été en dehors de la maison, il y a eu également d'autres biens qui ont été également saisis. Est-ce qu'après votre retour, vous avez pu entrer en dehors de la maison, entrer en possession d'autres choses que de la maison? Non, rien du tout. Et est-ce que vous êtes informé que d'autres Zakawa qui ont été arrêtés, les familles ont fait également l'objet de saisies des biens immobiliers ou de quelque nature que ce soit? Oui. Toutes ces personnes que vous avez citées ici, leur famille était également dehors? Bien sûr. Et est-ce qu'il y a eu, puisque vous avez mené des recherches, quand votre mari a été capturé, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a expliqué à peu près comment ça s'est passé exactement, comment on l'a amené? Est-ce que c'est à bord d'un véhicule, à bord d'un avion? C'était à bord d'un avion. Et comment ça s'est passé? Parce que j'ai beaucoup de cousins, de frères qui sont là. Il y avait un de mes cousins qui a dit à mon grand frère qu'aujourd'hui, ils vont amener Hassan à N'Djamena à bord d'un avion militaire. Donc, il a pris mon frère pour aller avec lui à l'aéroport pour voir est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou pas. Donc il a dit à mon frère, ne sors pas de la voiture. Mais quand l'avion a atterri, il y avait Ahmad Alachi, je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Il a vu dans la voiture mon grand frère, il le connaissait très bien. Donc il est venu pour lui dire, Mohamed Ali, toi tu sors, Aliou tu sors. Donc il est sorti. Il est sorti de l'aéroport, mais il était resté grimpé aux grilles pour voir la personne qu'on va descendre de l'avion. Quand ils ont fait descendre le défunt, il a vu les militaires qui sont venus l'accueillir, se mettre au garde-boue. Et il a su que c'est Hassan. Quand il s'est retourné, il a vu que c'était vraiment Hassan qui est. Il est parti à la maison, il a dit à ma mère, ne dis pas à la maman de Hassan, mais Hassan, c'est vrai, ça a été arrêté. Ce ne sont pas les dires des gens. Parce que je l'ai vu avec mes propres yeux. Mais ne dis pas à sa mère. Donc, il n'y a pas une confirmation plus que ça. Donc, vous êtes convaincu que votre mari a été capturé, amené vivant à la DDS avant qu'il ne décède? Bien sûr. Monsieur le Président, j'en ai fini. Merci, Madame Djamous. C'est Maître Hassan Dioma Ndiaye, avocat des parties civiles. Bonjour, Madame Djamous. Bonjour, maître. Oui. Vous avez rappelé tout à l'heure que votre mari était chef d'état-major des forces armées au moment des faits.
le 1er avril 1989. Je voudrais savoir, au-delà du climat tendu dont vous avez fait état, quels étaient les rapports entre M. Habré et votre mari? Est-ce qu'il y avait des rapports fréquents? Est-ce qu'elle se rendait à la présidence? Est-ce que vous-même vous connaissiez M. Habré? Bien sûr. Si je vous dis aujourd'hui, je ne connais pas M. Habré, j'ai menti. D'ailleurs, mon mari, c'est son compagnon de lutte. Donc, il partait souvent le voir. Pour telle ou telle décision, il partait souvent le voir. Donc, oui, je vous pose la question parce que une victime, M. Zakaria Fadoul, qui est passé, est revenu sur l'épisode Sidir Fadoul. Et il a expliqué, c'est M. Habré qui avait convaincu votre défunt mari pour qu'il fasse appel à M. Sidir afin qu'il revienne au pays. Et votre défunt mari n'a pas bien apprécié le fait qu'il soit arrêté à son domicile sans qu'il en soit informé par M. Habré. Et il a pensé que, compte tenu des rapports qu'il entretenait avec M. Habré, il ne pouvait pas concevoir, après qu'il eut ramené M. Sidir sur son invite, qu'il soit arrêté dans ces conditions. Est-ce que vous pouvez confirmer les frustrations que votre mari a éprouvées au moment de l'arrestation de M. Sidir? bien sûr, comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, je vous ai bien dit que c'est le défunt qui est parti amener parce qu'il était au Gunt avant. Et donc, s'il a rallié le gouvernement, c'est grâce au défunt Hassan. Donc, tu ne peux pas ramener quelqu'un et puis on le fait arrêter chez toi. C'est inconcevable. Après cela, est-ce que avez-vous senti une distanciation dans les rapports entre M. Habré et votre défunt mari après cet épisode? Anyway, pas tellement, mais quand même, il y a quoi à prendre ces distances parce que si la personne te cherche la peau sur la tête, donc c'est clair. Oui, madame, je reviens sur cette photo ça doit être difficile pour vous, mais savez-vous dans quelles circonstances cette photo a été retrouvée? Est-ce qu'on vous a expliqué les circonstances à travers lesquelles on a retrouvé cette photo? Il y a le président Ahmad Hassan qui m'a montré ces photos. Il m'a dit qu'il a trouvé dans les archives de la DDS. Comme c'était au début, c'était difficile pour lui aussi de m'expliquer et puis dans quelles conditions il a trouvé ces photos. Oui, selon le rapport de M. Hassan Mohamed, la photo a été retrouvée dans le bureau, du directeur de la DDS. Est-ce que vous aviez cette information? Oui. Parce qu'il occupait même le bureau du directeur de la DDS. Le président Mohamed Hassan Bakar est parti récupérer tous les archives qui sont dans le bureau du directeur de la DDS. Et c'est là où il a trouvé les photos dans les archives. Oui, parce qu'on a beaucoup épilogué sur les circonstances de l'exécution, comme vous dites, de votre mari. Et voilà une photo qui a été retrouvée torse nu, à même le sol, dans le bureau du directeur de la DDS. Est-ce que ça vous permet, vous, de penser que c'est à l'endroit même où il a été exécuté que cette photo a été prise? Je n'ai pas aucune idée. Je ne peux pas imaginer quelque chose que je n'ai pas vu exactement quand il a été exécuté ou comment il a été transporté ou bien il a exécuté sur place. Je ne peux pas. Je vis la photo, c'est tout. Je ne peux pas savoir exactement. Oui. Tout au long de votre déposition, vous revenez sur le mot capturé. Vous dites qu'il y a eu un communiqué officiel qui a déclaré qu'il a été capturé. Et vous ajoutez même que le communiqué dit qu'on était à la recherche. Ce n'est pas un communiqué lors d'un meeting que Hissène Habré a fait. Il a dit on a mis en débandade, on a capturé Hassan Diamouz. Oui.
Vous voulez savoir si c'est réel ou pas. Il y a des gens qui se posent la question. Je ne vais pas vous le dire. Mais je capturais Hassan Diamouz. On a mis en débandade le groupe islamiste. Et nos forces de défense et de sécurité sont en train de faire les ratissages. Et c'est M. Hissène Habré lui-même qui a tenu ce discours. Oui, lors du meeting. Oui. Donc, selon l'histoire, votre mari a été le héros de la guerre contre la Libye et il est présenté comme celui qui a mis en débandade les forces libyennes. Étiez-vous consciente à votre niveau de l'ampleur, ou en tout cas de la posture que votre mari avait prise suite à la guerre de 86 ou 87 en tout cas, contre les Libyens? Que saviez-vous du rôle qu'il a joué pendant cette guerre? Ça, en tout cas, ce que... Si aujourd'hui je parle, parce que les gens vont dire que parce que c'est mon mari, c'est les autres Tchadiens qui peuvent vous le dire, parce que moi je ne peux pas expliquer ce que lui il a fait pour son pays. C'est un symbole pour le Tchad. Donc, ce qu'il a fait pour libérer son pays de main des Libyens, ça c'est tous les Tchadiens. Oui, madame, je reviens sur le 1er avril 1989. Nous qui ne sommes pas tchadiens, on parle tantôt de coup d'État, tantôt on parle de sortie. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au 1er avril 89? Selon vous, s'est-il s'agit d'un coup d'État ou d'une sortie suite à des menaces qui ont pesé sur ceux qui ont été considérés comme ceux qui ont les fugitifs? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau? Si c'était un coup d'État, je pense que aujourd'hui, vu leur relation, il n'aura pas la vie sauf pour venir ici et être jugé. Donc, un coup d'État doit être préparé. On ne se lève pas du jour au lendemain pour faire un coup d'État. Donc, pour faire un coup d'État, il faut se préparer. Et je pense, lui, il est bien placé pour le savoir. C'est-à-dire, il les a poussés, tellement il les a poussés à la révolte. Et puis, malgré ça, ils ont pris vraiment leur mal en patience, en train d'observer qu'est-ce qu'il va faire. Et puis, un samedi soir, il a regroupé tous les chefs. D'après, mais certains de mes cousins, comme ce sont ses cousins aussi, ce sont ses neveux, parce que Hissène c'est un cousin, c'est un oncle. Je n'ai pas besoin de les nier. Il a rassemblé tous les chefs militaires Goran. Parmi eux, il y en a qui sont mes oncles, il y en a qui sont mes cousins, il y en a qui sont mes neveux, pour leur donner de l'ordre pour arrêter le défunt et le président Idriss Déby. Donc, parce qu'il ne restait personne encore. Tout le monde a été arrêté, il ne restait que eux. Et parmi eux, il y a un des cousins qui est le mari d'une de mes nièces, qui a eu le courage, qui est l'ami du défunt et l'ami du président Idriss Déby, qui a eu le courage à la sortie de la réunion pour les appeler, pour qu'ils viennent les trouver quelque part. Il leur a dit, en tout cas, même si vous partez à Koussiri, partez. Il ne faut pas passer la nuit en N'Djamena. Si vous passez la nuit en N'Djamena, ça va mal tourner pour vous. Alors donc, comment vous pouvez-vous imaginer un commandant en chef des forces armées nationales tchadiennes
qui a mis en débandade la Libye peut sortir avec seulement 70 personnes. Et qui sont les gens qui sont les cousins, qui sont ces gardes du corps, qui sont à la maison. Et puis avec le président Idriss Déby, il devait se préparer. Alors donc, il a dit, si vous ne partez pas aujourd'hui, faites quelque chose, même si vous traversez Koussiri, il ne faut pas dormir à Koussiri. Continuez. Et c'est comme ça ils ont pris la fuite pour partir. Si c'est un coup d'État et ils sont en train de préparer un coup d'État, je ne peux pas quand même partir et laisser tous mes biens quand même mes bijoux, je les ai laissés dans le coffre à la maison. Je ne peux pas quand même partir sans rien du tout. Et même lui, il devait quand même se préparer pour dire à ma fille adoptive qui est à la maison de partir. Et à sa mère aussi qui est à la maison. De quand même ramasser mes effets aussi. Et demander à ces femmes qui sont à la maison de ramasser leurs effets. Alors donc. D'accord. Comment avez-vous appris cette sortie, ce que vous qualifiez de sortie, comment vous l'avez appris alors que vous étiez à l'ambassade du Tchad à Paris? J'ai appris vers 7 heures qu'ils ont quitté Niamey. Donc, sincèrement, je n'ai pas cru. Parce qu'il y avait moi, et puis il y avait la femme du président Idriss Déby Halim qui était enceinte. Elle était venue à Paris, elle était avec moi à l'ambassade. On était dans la même chambre avec Halim. Après, quand sa situation ne tenait pas, sa situation de santé ne tenait pas, on l'a amenée à l'hôpital Béjan, elle a été hospitalisée. Au moment de leur sortie, elle était à l'hôpital. Vers 7 heures, j'ai appris, sincèrement, je n'ai pas cru. J'ai essayé d'appeler, tous les téléphones ne marchaient pas. J'ai dit, ok. En sortant, je voudrais aller chercher des médicaments à la pharmacie à côté de l'ambassade. L'heure de déjeuner. Donc, il n'y avait personne. Je sortais pour aller acheter le médicament. J'ai trouvé le standardiste de l'ambassade au nom de Mamad Atia. Il m'a dit, tu pars où? J'ai dit, je pars à la pharmacie pour chercher des... Il faut te surveiller, Jamous qui est dans la chambre. Il m'a dit, non, ne pars pas. Voici un texte pour qu'on te ramène en Yamena. Tu prends ton enfant, tu quittes. J'ai laissé la pharmacie, j'étais montée prendre mon fils, j'ai pris ma valise et la valise de Halim était sortie. Donc, je ne savais pas où aller, j'étais obligée d'appeler une amie. Elle m'a dit, ok, je viendrai te chercher. J'ai pris un taxi, j'étais partie la trouver, elle m'a donné une adresse, j'étais partie la trouver. Donc, dès que j'ai déposé mes valises, j'ai laissé mon fils avec elle. J'étais obligée de courir pour aller à l'hôpital, dire à Halime que vraiment les gens sont sortis, il ne faut pas que quelqu'un vienne la chercher. Les gens de l'ambassade, il ne faut pas qu'ils viennent la chercher. Et j'ai automatiquement contacté son médecin pour lui dire ne laissez personne rentrer dans la chambre de Halime à part moi. Donc, c'est tout. Oui. Madame, avril 89, novembre 2015, vous dites que vous n'avez pas encore fait votre deuil. Expliquez pourquoi vous n'avez pas encore fait votre deuil. Non, en tant que musulman, je fais, parce que vous le savez, on est obligé de faire 4 mois et 10 jours avant de sortir. Mais quand même, je voudrais au moins connaître la tombe de mon mari pour permettre à ses enfants, à sa famille et à moi-même d'aller nous recueillir sur sa tombe. De connaître là où mon mari a été enterré. C'est la moindre des choses. Parce que quand même, avec tout ce que...
il y a eu beaucoup de témoignages à partir du 1er décembre 1990. Est-ce à dire que parmi les fosses communes, les endroits où il y a eu des enterrements, vous n'avez aucune indication relativement au lieu où votre mari a été enterré? Je ne sais pas. Et de qui attendez-vous l'indication de cet homme, de l'endroit où il est enterré? De M. Hissène Habré. Pourquoi? Parce que lui, il sait très bien. Il sait quoi? Il sait là où le défunt a été enterré. S'il l'a jeté dans le fleuve ou s'il l'a enterré, il sait très bien. Parce que le défunt n'est pas n'importe qui. Je vous Il remercie. peut laisser son dépouille à n'importe qui. Je vous remercie. Bonjour madame, je m'appelle Bonjour. Alizé Vosser et je suis une des avocates des parties civiles. Bonjour, maître. Moi je voudrais revenir un peu sur votre départ en France. Vous nous avez dit que vous êtes parti en France avant avril, c'est bien ça? Vous m'entendez? Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus les raisons de votre départ en France? Vous nous avez dit que votre enfant était malade. Oui. Est-ce que c'est simplement ça qui a justifié que vous partiez en France ou il y a eu d'autres événements? Bon, il y a mon fils qui était malade, mais le problème est que moi aussi j'étais victime d'une agression. Une semaine avant mon départ, mon mari n'était pas là, il était parti à Béché, en mission. Et puis j'étais avec une de mes amies qui était venue passer la journée avec moi, en l'occurrence de Madame Bachar Gadaï Madi. J'étais en train de la déposer à la maison et puis au retour, je voudrais faire un saut pour voir ma mère. Sur la rue Avenue Numéry, il y avait deux Suzuki qui nous ont suivis. Moi, je n'ai pas prêté attention, mais qui nous ont suivis. J'étais dans la voiture j'ai pris la voiture de mon mari, qui est un 505 bleu, les vitres fumées. Ils nous ont suivis parce que notre maison est à côté du lycée technique commercial. Ils nous ont suivis depuis le lycée. Elle les a vus, mais moi, je n'ai pas prêté attention. Il y a deux Suzuki qui nous ont suivis jusqu'à l'avenue Numéry. Devant le deuxième arrondissement, l'actuel deuxième arrondissement qui était avant troisième arrondissement, qui était le bureau de Aïdjo. Donc, il y a le premier Suzuki m'a doublé de droite pour venir se garer devant moi. Donc, j'ai freiné, je me suis arrêté et l'autre m'a bloqué par derrière. Directement, il est descendu. Donc, j'ai fait descendre la vitre. Il a pris son pistolet avec le coup de crosse. Bon, il voulait me taper avec le pistolet. Mon ami a mis sa main comme ça. Il a tapé mon ami sur la main. Il m'a dit, pourquoi tu nous as tamponné? J'ai dit non. Je n'ai pas frappé votre véhicule. C'est vous qui êtes garé devant moi. Et puis, les gens se sont rassemblés. Quand il a vu que les gens se sont... Automatiquement, j'ai pris le numéro du véhicule. Comme en ce temps, il n'y a pas le téléphone portable, j'ai dit, dès que j'arrive, je vais appeler leur commandant. Parce que ce sont les éléments du SP, sécurité présidentielle. Donc, j'ai dit, je vais appeler leur commandant, qui est le défunt Ahmad Gourou, qui est un cousin aussi. Donc, quand les gens se sont dit, madame comme chef, ils ont dit, non, c'est elle qui a tamponné notre véhicule. Quand ils ont vu que j'ai pris leur numéro de véhicule, ils ont pris la fuite. J'ai dit, je vais déposer mon ami. Mon ami m'a dit, non, il faut qu'on retourne à la maison ensemble, parce que je ne peux pas te laisser comme ça. Parce que c'est moi qui conduisais. On s'est retourné à la maison. J'ai expliqué à mon beau-frère. Il a dit, non, écoute, je vais appeler leur commandant. J'ai appelé le commandant, il m'a dit, tu viens me voir. J'étais parti le voir avec mon beau-frère, en l'occurrence de Maman Saleh Oumar.
quand on était parti, il a dit non, ce véhicule ça appartient à tel, mais ce n'est pas lui qui était sorti avec ce véhicule. Je ne me rappelais pas du nom de la personne. J'ai dit, mais quand même, ça c'est une agression. Il a dit non, ça va, ils ne vont pas te faire du mal. À partir de maintenant, je vais les appeler, ils vont demander des excuses et puis c'est fini. Mais mon beau-frère voulait faire des problèmes. J'ai dit non. Comme il a dit, ça c'est un grand frère, donc comme il a dit, il n'a qu'à les appeler. Il a envoyé quelqu'un, il est parti tourner, il est revenu. Ils ne sont pas là, on les a envoyés en prison. Donc, au retour à la maison, j'ai dit, ok, demain, on va le faire. Demain, je vais revenir, on va le voir. Retourné à la maison, mon mari a appelé, je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, laisse tomber. Demain, ne pars pas et oublie ça. À son retour, vu la situation de mon fils, il a dit, moi, je voyage beaucoup, toi, il ne faut pas rester. Prends ton fils, va à Paris le soigner, au lieu de rester ici. Et moi, je voyage beaucoup, toi, tu conduis et seul, tu sors seul, tu vas avoir des problèmes. Et c'est comme ça que j'ai pris mon fils, j'étais partie à Paris. Donc, dès notre arrivée, il a été hospitalisé à l'hôpital. Il a fait 1 semaine à l'hôpital avant de le libérer. Non, mais on était à l'ambassade. Si on avait quelque chose à faire, on ne va pas descendre à l'ambassade. Donc c'est votre mari qui avait organisé que vous alliez à l'ambassade après votre arrivée à Paris, c'est ça? Oui, bien C'était sûr. lui qui avait Bien organisé sûr. votre installation à Bien l'ambassade. sûr. C'était la première fois que vous alliez à Paris? Non. Quand est-ce que vous y avez été dans le passé? Je partais souvent à Paris. Même mon fils est né là-bas. D'accord. C'était habituel que, parce que votre fils est né à Paris, Oui. vous avez été après à Paris pour le faire hospitaliser. Est-ce que chaque fois qu'il y avait un problème médical, d'une certaine gravité, vous alliez à Paris pour avoir des meilleurs soins? C'était ça? Est-ce que c'était une pratique généralisée dans votre entourage de se rendre à Paris pour avoir des soins ou pour donner naissance ou... Ah bon, pas tout le monde. Dès qu'il y a un problème, oui. Dès qu'il y a un problème. Oui. Et dès qu'il y a une naissance aussi, est-ce que c'était naturel que vous alliez à Paris? Non, c'est pas naturellement. Dès que c'était une complication, oui. Donc, et vous m'indiquiez que l'épouse de M. Déby, elle était aussi à Paris? Oui, elle était à Paris. Et est-ce qu'elle était à Paris pour donner naissance à son enfant? Non, elle était malade. Et d'abord, elle était hospitalisée à N'Djamena. D'accord. S'il vous plaît, madame, on vous demanderait de parler dans le micro. Ah, ok. Voilà. Excusez-moi. Donc, elle était d'abord hospitalisée à N'Djamena avant de l'évacuer à Paris. Et elle était à Paris depuis combien de temps quand vous êtes arrivé? Je pense 2 semaines, même pas. 10 jours avant moi, après moi, je pense. D'accord. J'en ai fini. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Merci. Merci, Monsieur le Président. Moi, c'est Maître Laminal, avocat de partie civile. Bonjour, Madame. Bonjour, Maître. Vous avez eu à parler d'une certaine tension qui régnait déjà au niveau du Tchad avant votre départ. Est-ce que vous étiez au courant de la tension déjà des arrestations, des vagues d'arrestations des Adjaraï aussi? Oui, bien sûr. Vous étiez donc au courant? J'étais à N'Djamena. Ok. Vous étiez donc au courant de ces arrestations. Est-ce que vous avez eu connaissance, je ne sais pas, vous connaissez M. Dadi Monsieur Dadi, Ahmad Dadi. Ahmad Dadi, bien sûr. Oui. Il était à la Sonasuite et sa femme, c'est une amie. Oui, vous étiez au courant de son arrestation aussi? Bon, quand ils ont arrêté Ahmad Lamine, Oui. que sa femme Falmata, c'est une amie aussi. Donc j'étais partie voir la femme de Ahmad Lamine
Et c'est comme ça qu'elle m'a tenu informée que Ahmad Dadju aussi a été arrêté. Donc, de chez elle, j'étais partie voir la femme d'Ahmad Dadju. Ok, donc toutes ces vagues d'arrestations se produisaient entre les années 87 jusqu'à 89. Votre époux était là? Oui. Il était au courant de tout cela? Bien sûr. Ok. Vous avez parlé d'un certain nombre de personnes qui avaient été aussi arrêtées pendant que votre époux était là, Ismaël Chaïbou, Ibrahim Koussi. Ces personnes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ismaël Chaïbou, Yacoub qui? Yacoub Adam. Adam, voilà. Ce sont des frères à votre mari? Oui, ce sont ses cousins. Cousins. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont tous décédés en prison. Il n'y a que Ibrahim Koussi qui est sorti. Ok. Des prisons de la DDS? Oui. Ok. Vous avez aussi parlé du fait que vous avez perdu votre enfant. Quelles sont les circonstances de ce décès? Votre enfant, votre fils unique qui est décédé. J'ai noté cela. Je sais pas. Quelles sont les circonstances? Non, il était décédé lors des événements de 2 février 2008. Ok. Alors, parlant de la sortie de votre mari, vous avez dit que vous étiez sorti avant, en fait, vous étiez parti à Paris. Mais est-ce qu'avant de partir, il y avait quelque chose qui se présageait? Est-ce que vous avez vu votre mari faire des réunions, je ne sais pas, politiques, je ne sais pas. Il y avait eu un planning quelconque? Pas du tout. Pas du tout. Ok. On vous a montré la photo de votre mari, cette photo qui a été retrouvée dans les archives de la DDS. La photo montre que votre mari est torse nu et les gens vous ont dit qu'il a été exécuté. À la sortie du régime de Sénabré, qu'est-ce que vous avez eu à faire comme démarche? Est-ce que vous êtes allé sur les lieux au niveau de la DDS faire des recherches? Parce que tous ceux qui sont passés nous ont dit que lorsque le président Sénabré est sorti, les gens allaient vers les prisons de la DDS pour chercher les siens. Est-ce que vous avez fait cette démarche-là? Pour aller se renseigner, qu'est-ce qui est devenu leurs parents? Oui, c'est pas moi qui était parti, mais j'ai mes frères, il y a sa mère, il y a ses sœurs, il y a ma grande sœur, il y a mes cousins qu'ils considèrent le défunt plus proche à eux qu'à moi, c'est vrai, parce qu'ils les traitaient tellement bien. Donc tout le monde est parti, c'est pas seulement la famille, c'est même ses amis. Tout le monde s'est déversé à la DDS pour le chercher. Quand le 2 décembre, moi j'étais rentrée à N'Djamena, ils m'ont dit c'est pas la peine parce que nous on a remis ciel et terre. Si aujourd'hui il était quelque part, nous serons les premiers à le retrouver. Donc si tous ces gens ne l'ont pas trouvé, c'est pas moi qui vais aller encore chercher. Ceux qui étaient en prison, personne ne vous a dit qu'il a rencontré dans une des cellules quelconques? Non, parce qu'il y a mon cousin, un grand frère qui est le mari de ma grande sœur. Il était à leur sortie, lui, il était au Cameroun, c'est un commerçant, il était parti prendre des marchandises. Donc, ils ont envoyé son ami pour le faire rentrer. Donc, on ne va rien te faire. Il est rentré, M. Oumar Goudja. Quand il était rentré, on l'a appelé à la DDS. Il était arrêté pour la première fois. On l'a relâché et encore, ils l'ont arrêté. Donc, pour ne sortir que le 1er décembre 90. Donc, je lui ai posé la question. Il m'a dit, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai entendu, mais je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc, peut-être qu'on l'a mis ailleurs. Mais, à N'Djamena, après notre retour à N'Djamena, après le deuil, il y a ses amis qui m'ont dit, le général
Kokoitok. Et puis, il y a le grand frère Maïde Hangata. Ils m'ont dit, il appelait le défunt Edmond. Ils m'ont dit, Edmond nous a envoyé quelqu'un avant qu'il meure, avant qu'on l'exécute. C'est ce qu'ils m'ont dit, avant qu'on l'exécute. Que vraiment, il nous a envoyé quelqu'un clandestinement pour nous dire, j'ai laissé ma femme et mon enfant seuls en dehors de ce pays, avant sa mort. Donc, ça veut dire que ses amis m'ont confirmé que le fait a été exécuté. Ok. Il a été bel et bien exécuté, puisqu'il n'est pas revenu après la prison. Alors, vous avez dit que vous n'avez pas jusque-là fait le deuil. Il y a une dame qui est passée, Madame Michelin, a dit la même chose. Elle dit qu'elle considère que jusque-là, son mari est vivant. Est-ce que c'est la même impression? Vous dites que vous n'avez pas fait le deuil jusque-là. Pourtant, vous avez fait 4 mois et 10 jours selon les règles musulmanes. Mais dans votre tête, jusque-là, vous n'avez pas fait le deuil, c'est ça? Oui, mais je ne peux pas dire qu'il est vivant dans ma tête. Dès que j'ai fait la photo, je sais qu'il est mort. Et puis, vu ce que ses amis m'ont dit, oui. Donc je sais qu'il est mort. Ok. Donc, mais moi, ce que je veux, c'est reconnaître où se trouve sa tombe. Point barre. C'est tout. D'accord. Vous avez... Je sais qu'il est mort. Voilà. Dernière question. Vous avez avec vous l'accusé qui ne dit rien, qui est tout muet. Qu'est-ce que vous pensez qu'il vous dise en dernier ressort? Parce que vous êtes... c'est l'occasion à jamais de lui parler. C'est une question que je lui ai posée, donc s'il me répond, c'est tant mieux. S'il ne me répond pas, on dit qui sait tout et ne dit rien, c'est un criminel. Ok, merci. Je vous en prie. Autre intervention au niveau des parties civiles? Bien. Les témoins de la défense. En indiquant à madame que ceux-là sont des avocats qui ont été commis pour la défense de M. Hissène Habré. Et nous souhaiterions, comme nous avons eu à le dire par le passé, que vous essayiez de répondre autant que faire se peut aux questions qui vous seront posées, parce que tout un chacun, autant que nous sommes dans ce procès, a un rôle à jouer et chacun essaie, en tout cas, de satisfaire à ses obligations. Si d'aventure il s'avère qu'il y a des questions que la Chambre juge inopportunes, certainement la Chambre interviendra. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Mariam Ahmed Jamil Diamous. Bonjour, maître. Je suis maître Mbaïsen, commis pour la défense du président Habré. Monsieur le Président, avant de commencer ma série de questions, je voudrais inviter la Cour à demander à Madame Diamous de retirer le propos qu'elle a prononcé tout à l'heure à l'endroit du président Habré, le traitant de criminel, répondant à la dernière question de Maître Laminal, si c'est possible. C'est vraiment nécessaire parce qu'elle a dit, c'est un proverbe qu'elle a dit, et je me demande si c'est vraiment opportun. Monsieur le Président, c'est important pour nous. Monsieur Habré n'est pas jugé criminel. En tous les cas... Elle l'a traité de criminel. Non, je crois que en réalité, c'est un témoin qui a son avis. Ce n'est pas un professionnel de droit. Je pense que à cela, elle a dit, c'est l'autre qui lui a demandé qu'est-ce qu'elle voudrait qu'elle puisse dire à M. Hissène Habré. Je ne pense vraiment pas que ce soit vraiment opportun qu'on mène ce débat. Si vous estimez que c'est nécessaire, Madame Diamous,
Monsieur Ok. le Président, c'est nécessaire. Ok. Parce que Mme Diamous est une partie civile. Ok. Et jusqu'au moment où je vous parle, le président Abré n'est pas jugé criminel. Nous trouvons le propos offensant et insultant. C'est important. D'accord. Je retire mon mot, maître. Je m'excuse. Je préfère. Merci. En prie. Madame Diamous, vous avez dit dans votre déposition à la cote D 1847 que pendant la première quinzaine du mois de mars 1989, compte tenu de la situation qui a prévalu au Tchad, vous avez pris votre fils et vous êtes allé en France. Je voudrais vous demander de nous parler de cette situation. Quelle était cette situation qui vous a poussé à aller en France avec votre fils? Merci, maître. Je viens d'expliquer, je pense que, vu l'agression que j'avais vue, j'étais victime d'une agression que je vous ai bien expliquée. Donc, et vu la situation médicale de mon fils, c'est ça qui m'a poussé à prendre mon fils et aller à Paris. C'est l'agression ou la situation médicale de votre fils, laquelle de ces deux, Les deux. Les deux. Très bien. Merci. Alors, vous dites également dans cette même déposition que votre mari a quitté N'Djamena le 1er avril 1989. C'est exact. Il a quitté N'Djamena, c'était pour faire quoi? Je viens d'expliquer tout à l'heure parce que, comme la réunion qui a été tenue avec tous les chefs militaires gourans pour leur arrestation, et puis il y a eu des fuites. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont préféré quitter avant qu'ils soient arrêtés. À votre avis personnel, et d'après ce que vous en savez, quels étaient les motifs de cette volonté de l'administration ou du pouvoir à l'époque de procéder à son arrestation? C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Vous pouvez reprendre votre question? Vous avez reçu l'information, ou alors eux avaient reçu l'information comme quoi il y avait une réunion des cadres Goran, à l'issue de laquelle la décision avait été arrêtée de procéder à leur arrestation. Selon vous, d'après ce que vous en savez, quelles étaient ou quelles pouvaient être les raisons de cette décision de procéder à l'arrestation de votre défunt mari et de ses compagnons? Et quelle était la raison de l'arrestation de ses frères? C'est la même chose. Il n'y a pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Oui. Très bien. Et pour cela, ils ont décidé de quitter. Bien sûr. Très bien. Alors, vous, quand vous êtes allé en France, vous avez été reçu à l'ambassade du Tchad dans ce pays, logé également par cette ambassade. Vous y avez séjourné pendant combien de temps? Jusqu'à le 1er avril. Jusqu'au 1er avril. Donc, pendant combien de temps à peu près? Jusqu'au 1er avril, je vous dis. Au moins 2 semaines. 2 semaines. Vous êtes parti à la première quinzaine du mois de mars et vous êtes resté à l'ambassade jusqu'au 1er avril. Donc, Jusqu'au 1er avril, au 1er à avril, 12h30. à 12h30. Alors, les 2 premières semaines, vous êtes logé où? Vous étiez logé où les 2 premières semaines? Puisque vous avez fait à peu près 2 semaines à l'ambassade. Les 2 premières semaines, vous étiez où? Les 2 premières semaines. Semaines, oui. C'est-à-dire? Parce que vous... Donc, si vous avez quitté C'était pas, oui. le 1er avril les locaux de l'ambassade du Tchad en France,
Dès mon arrivée, j'étais descendu directement à l'ambassade du Tchad. Donc, vous y avez fait plus de 15 jours. Oui. D'accord, parfait. Et vous êtes rentré comment ça s'appelle, au Tchad, quand est-ce exactement? Le 2 décembre 90. 90. Donc, c'était bien après le temps de votre veuvage. Très bien. Alors, quel était votre informateur sur ce qui a pu se passer pendant cette période trouble à votre domicile à N'Djamena, puisque vous étiez en France? Parce que vous avez donné des détails très précis dans votre procès-verbal d'audition. Qui était votre informateur? Il y avait ma fille adoptive qui répond au nom de Masria Tidjani. Oui. D'accord. Pendant tout le temps que vous êtes resté en France, à l'ambassade du Tchad, jusqu'à la date présumée du décès de votre défunt mari, avez-vous eu un contact, ne serait-ce que téléphonique, avec lui? Oui, bien sûr. Vous avez eu un contact téléphonique? Il nous appelait par le canal de l'ambassade, par le standard, pour avoir de nos nouvelles. D'accord. Et jusqu'au 1er avril, il n'y avait rien, votre domicile n'a pas été attaqué? Non, pas du tout. Pas du tout. À quelle date exactement, ou alors si vous ne pouvez pas être précise, approximativement, vers quelle date situez-vous l'attaque de votre maison? C'est après leur sortie. Après leur sortie, c'est-à-dire après le 1er avril. Dans le courant du mois d'avril ou du mois de mai, vous ne savez pas? D'accord. Alors, vous dites également dans ce procès-verbal que, voilà, je vous lis la déposition, pendant cette période de crise, les agents de la DDS ont envahi notre concession. Ils ont emporté tout ce qui s'y trouve dans la maison. Même ma fille adoptive nommée Masira Tidjani a fait l'objet de tortures et sévices corporels dégradants. Ses boucles d'oreilles et bagues ont été arrachées et même ses habits. Moi particulièrement, je suis protégé par les Français et c'est ainsi que j'ai la vie sauvée. Quand on lit cette déposition, on a l'impression que vous étiez sur place au moment où la maison a été attaquée et que les personnes que vous citez ont subi les exactions que vous décrivez et que vous, protégés par la France, vous avez eu la vie sauve. Or, d'après ce que vous avez dit ici, vous n'étiez pas à N'Djamena au moment de ces faits. Je voudrais que vous nous expliquiez exactement qu'est-ce qui s'est passé là où vous étiez à 1000 km du Tchad pour pouvoir être protégé par la France et pour avoir la vie sauve. Si c'est ça exactement, si ma compréhension est exacte. D'accord. Oui. Si j'ai dit que j'étais protégée par la France, parce que quand le standardiste de l'ambassade m'avait dit, donc tu retournes, tu prends ton fils et tu sors de l'ambassade, sinon ils vont te ramener à N'Djamena. Il y a un telex qui est tombé pour te faire ramener à N'Djamena. D'accord. Donc, si je n'ai pas quitté l'ambassade, je pense que je ne serai pas aujourd'hui devant vous pour témoigner quoi que ce soit. D'accord. Votre fils là, justement, celui dont vous parlez, il est décédé à quel âge? Il est décédé le 3 février 2008. Il avait quel âge à ce moment? Il est né le 16 novembre 1983. Vous ne connaissez pas l'âge qu'il avait au moment de son décès? Entre 83 et 2008, vous pouvez le compter? Je ne fais pas de calcul, c'est à vous que je demande, c'est votre d'accord. fils. Si vous pouvez me dire, il avait 20 ans, il avait 25 ans, il avait 30 ans. Si vous ne le savez pas, Vous oui. savez Maître, très bien. je pense que tout un chacun peut faire le calcul, tout un chacun peut savoir l'âge qui a été déterminé par la voulez date de l'âge? naissance et également par sa date du décès. Mais Monsieur le Président, elle ne répondrait pas certainement à une question de la Cour, comme elle l'a fait avec moi, sur l'âge de son fils. Je lui demande l'âge. Si elle veut, elle le donne. Si elle ne veut pas, elle ne le donne pas. Dès lors mais que qu'elle ne m'amène pas, Maître, qu'elle ne m'amène pas à faire des calculs.
Maître, Oui, Monsieur le Président. dès lors qu'elle a donné tous les éléments qui vous permettent de le savoir, je pense que si vous avez une question relativement à cela, elle peut être nettement posée. Ma question, Donc. elle est très claire. Ok. Monsieur le Président, moi je pose des questions à une partie civile. Je sais que je suis avocat de la défense. Je sais que je n'ai pas les mêmes droits que la Chambre, que le parquet, que les parties civiles. Si elle peut répondre à ma question, elle ne peut pas, elle répond pas. Moi je demande simplement Maître. quel âge avait-il. Elle a répondu, vous pouvez passer. Elle n'a pas répondu. Ok. Je peux La passer, mais elle n'a pas Chambre répondu. est satisfaite de la réponse qu'elle a donnée. Parce que les éléments qu'elle a donnés peuvent permettre à la Chambre et tout un chacun ici de savoir quel est l'âge effectif de l'enfant au moment de son décès. Monsieur le Président, je vais passer, mais je demeure convaincu qu'elle n'a pas répondu et je ne suis pas satisfait. Si la Chambre est satisfaite, ça va, je passe. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances votre enfant est décédé? Il est décédé lors des événements du 2 février 2008. Quels étaient ces événements? Quand les rebelles ont envahi N'Djamena. Oui. Quelle position avait-il à l'occasion de ces événements? Il était dans la rébellion ou il était dans quelle position? Il n'était pas dans la rébellion. Il n'était pas dans la rébellion. Il est mort au front? Au combat? Il était militaire? Oui. Ah, il était militaire. D'accord. Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure à une déclaration du président Habré concernant la capture de votre mari. Est-ce que vous avez un élément sonore pouvant prouver cette déclaration du président Habré? Non, je n'en ai pas. Vous n'en avez pas. Si je savais que vous allez poser cette question, j'allais enregistrer. Je pense que la télé Tchad peut en avoir. D'accord. Je peux vous Donc enregistrer. l'élément sonore existe, mais vous ne Peut-être. l'avez pas. D'accord. Très bien. Alors, vous avez dit que, avant même cette question, votre mari, comme vous l'avez déclaré, était un symbole pour le Tchad, pour ce qu'il a fait pour libérer le Tchad des mains des Libyens. C'est exact. Vous savez que lorsqu'il faisait la guerre, qu'il dirigeait les combats pour arracher le Tchad de l'agression libyenne, il y avait des Tchadiens comme lui qui étaient leaders politiques, qui aspiraient à présider aux destinées du Tchad et qui combattaient aux côtés des Libyens contre les forces armées tchadiennes. Selon vous, épouse de ce militaire émérite, ces Tchadiens ne méritaient-ils pas l'arrestation? Lequel des Tchadiens? Les Tchadiens qui, aux côtés des Libyens, attaquaient le Tchad pour annexer son territoire. Et que votre mari, militaire émérite, combattait. Je parle de ces Tchadiens-là, qui sont des leaders politiques. En ce temps, je pense que peut-être vous ne savez pas l'histoire du Tchad, mais il y a plus de Libyens que de Tchadiens. Les Libyens... Je veux être plus précis. Oui, bien sûr. Il y a les Libyens. Il y a des Tchadiens qui étaient dans l'opposition, c'est vrai, mais ils étaient plus en Libye qu'au Tchad.
toutes les bandes occupées par la Libye, c'est les Libyens qui sont là, qui se sont installés là, mais ce ne sont pas des Tchadiens. Madame, les Tchadiens installés en Libye n'en sont pas moins Tchadiens. Ils sont des Tchadiens. Je ne parle même pas de cela. Je parle des Tchadiens qui étaient encore sur le territoire tchadien, qui avaient des partis politiques avec une milice armée et qui, au moment où la Libye attaquait le Tchad et que justement votre mari dirigeait les troupes pour les bouter dehors, combattait aux côtés des Libyens pour annexer une partie du territoire du Tchad. Est-ce que cela ne méritait pas l'arrestation ou même d'être tué au combat? Les Tchadiens ou mon mari? Les Tchadiens, non, votre mari combattait les Libyens. Okay. C'était une cause noble. D'accord. Et c'est en cela que vous dites qu'il représente un symbole pour les Tchadiens pour avoir libéré le Tchad de l'occupation libyenne. Okay. Donc, il combattait contre l'occupation libyenne, mais pas contre les Tchadiens. Oui, votre mari combattait contre l'occupation libyenne. Si, bon, vous pensez que ce n'est pas la peine de mettre dehors les Libyens qui occupaient les territoires tchadiens. Il vaut mieux laisser la DDS faire les arrestations pour vraiment arrêter les Tchadiens qui sont aux côtés des Libyens, au lieu de combattre et faire sortir les Libyens du territoire tchadien. Je ne sais pas, peut-être moi je n'ai pas compris votre question, mais... Justement, vous n'avez pas compris. Donc. Je ne dis rien sur ce que votre mari a fait. Sinon, peut-être pour vous dire que c'était une œuvre de bienfaisance. Votre mari est un héros. Il a dirigé les combats. Maître, on ne va pas commenter l'œuvre de son mari. Vous voyez qu'elle a des difficultés à répondre effectivement à votre question. Tout simplement, elle n'a pas déposé sur cet aspect. Monsieur le Président, vous parlez peut-être de sa déposition consignée. Non, même ce qu'elle vient de dire ici tout à l'heure devant la Chambre. C'est cela aussi, la procédure. Monsieur le Président, j'étais en train de lui poser une question. Parce que si c'était des éléments de crédibilité en ce qui la concerne, cela peut se concevoir. Mais lorsque vous voulez introduire de nouveaux éléments de preuve dans la procédure, alors que cela ne fait nullement partie de sa déposition, cela pose un problème de procédure. C'est ce que je voulais juste vous relever. Monsieur le Président, nous sommes en train de nous interroger sur un contexte politique. Et c'est elle qui a fait une déclaration que je lui ai lue et qu'elle a confirmée. Les Tchadiens des mains des Libyens. J'étais en train de lui poser une question sur ça. Sinon, hors contexte. Mais je vous laisse la partie civile. Parce que moi, je veux simplement clarifier certaines questions. Je vous remercie, j'en ai fini avec elle dans ce cas-là. Merci. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, bonjour Madame Mariam. Bonjour, Maître. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, vous me permettrez très respectueusement, avant l'entame de mon questionnaire, à l'adresse de Madame Mariam, de faire appel à votre sens, je n'en doute pas, élevé, de compréhension
des conseils de la défense que nous sommes, car nous avons comme l'impression, et j'ose espérer que ce n'est qu'une impression, que parfois, et malheureusement bien souvent, à nos questions, il n'est donné aucune réponse. La Cour estimant que, peut-être à juste titre, elles étaient posées hors contexte. Et je fais appel à votre sollicitude, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Avec votre permission, je vais commencer mon questionnaire, si vous le permettez. Oui, bon, ok. Maître, je pense que là, vous appelez la Chambre à une certaine observation. Je crois que tant que faire se peut, personnellement, en tant que président de cette Chambre, je sais, dans la mesure du possible, d'inviter toutes les parties à observer la procédure qui sied. Or, il s'avère que dans certaines situations, on passe à côté de la procédure et on voudrait qu'on laisse aller en dehors de la procédure. Et là, je dis non. Je suis là pour préserver la direction des débats et que chacun puisse s'exprimer à l'intérieur des procédures convenues. Et je rappelle qu'il ne s'agit pas uniquement de la procédure nationale. Et la procédure nationale, on s'y réfère lorsque, sur le plan des procédures internationales qui gouvernent ce procès, on n'y a pas trouvé effectivement des moyens pour les appliquer. Et c'est de ce cadre-là que j'essaie, tant que faire se peut, en tout cas de faire se dérouler toutes les interventions au niveau de cette Cour. Il faudrait qu'on soit assez strict là-dessus. Voilà. Et dès l'entame de la déposition de Madame, j'ai essayé d'intervenir pour lui dire effectivement quel est le rôle de tout un chacun et particulièrement au niveau de la défense, de l'inviter à essayer de répondre autant que faire se peut à toutes les questions qui lui seront posées. Et je pense que ça a été le cas jusque-là. Si effectivement tout un chacun veut respecter la discipline qui s'impose, je pense qu'on pourra aller au bout de cette procédure. Vous pouvez continuer, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Votre propos est bien entendu et nous partageons cette préoccupation également de la Chambre. Madame Mariam, êtes-vous actuellement membre du MPS? Oui. Merci. C'est le parti politique au pouvoir actuellement au Tchad, c'est bien ça? Oui. D'accord. Le fondateur en est le président actuel du Tchad, M. Idriss Déby? Oui. C'est bien ça? Vous êtes de la même ethnie que lui, Zarawa? Oui. Avez-vous un lien de parenté avec lui? Oui. On peut savoir lequel? Vous pouvez nous le préciser, si c'est possible? C'est le fils de ma tante paternelle. D'accord. Le fils de votre tante paternelle? Oui. Sa mère est la cousine de mon père. D'accord. Dites-moi, vous avez déclaré que vous étiez actuellement fonctionnaire de l'État tchadien, c'est bien ça? Pouvez-vous nous préciser les fonctions que vous occupez dans l'administration tchadienne? Je suis conseillère du ministre EGG. Conseillère du ministre? EGG, ministre secrétaire général du gouvernement. D'accord. Vous êtes ministre conseillère. Vous avez le rang de ministre? Non, je suis la conseillère du ministre EGG. D'accord. Donc, vous êtes conseillère du ministre.
Parfait. Vous avez un numéro de matricule, je suppose. Vous percevez un solde à cet effet Oui, de l'État tchadien. bien sûr. D'accord. En quelle année vous êtes-vous marié avec monsieur de Hassan Diamous? En quelle année vous êtes-vous marié avec monsieur Hassan Diamous? En 79. D'accord. Vous avez eu des enfants? Des enfants sont nés de votre union? Oui. Combien? J'ai eu 2. 2. 2 enfants avec monsieur Hassan Diamous. Ils sont en vie? Non. Ils sont décédés? Si ça ne vous ennuie pas, vous pouvez nous dire dans quelles circonstances? Le premier est décédé à la naissance et le second, je viens de le dire tout à l'heure. D'accord. Celui qui était militaire, le second. D'accord. Juste avant le 1er avril 1989, avant le départ donc de votre mari de N'Djamena, je crois qu'il vous a proposé de quitter le Tchad, c'est bien ça? Et qu'il a organisé votre départ du Tchad. C'est ça? Compte tenu de la situation qui prévalait? C'était à quelle date exactement? Quand est-ce que vous en avez parlé la première fois avec M. Hassan Diamous, votre mari? Quand j'étais à Paris ou... Non, non, vous étiez encore au Tchad, vous n'étiez pas parti. Avant le 1er avril 89. Quand est-ce que pour la première fois, M. Hassan Diamous vous a parlé de son projet ou de l'initiative qu'il avait prise de vous évacuer sur la France? Il n'a pas pris de l'initiative pour nous évacuer. Oui, alors comment ça s'est passé? La situation médicale de mon fils. La situation médicale de votre fils, oui. Il souffrait de quelle affection, madame? De bronchite chronique. D'une bronchite chronique, qu'on ne soignait pas au Tchad à l'époque. Oui. C'est ça? Il n'y avait pas de médecin au Tchad. Il y en avait, mais ils n'ont pas tous les matériels possibles pour détecter certaines. D'accord. C'était son premier voyage sur la France pour raison de santé, votre fils ou... Pour raison de santé, oui. Oui, c'était la première fois. Non, 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 c'est pas pour la première fois. Je le prenais, je partais en vacances avec lui à Paris, donc... D'accord. Vous alliez régulièrement en vacances à Paris, madame? De temps en temps, oui. De temps en temps? Combien de fois dans l'année? Ah bon, pas dans l'année. Comment? Une fois, peut-être. Combien de fois dans l'année? Une fois, peut-être tous les 2 ans, oui. Une fois tous les 2 ans? Peut-être, mais alors vous n'y alliez pas fréquemment? Non, non. Non, vous n'y alliez pas fréquemment. Si vous y alliez en moyenne une fois tous les 2 ans, on ne peut pas dire que vous y alliez fréquemment. Mais pas fréquemment. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous y alliez en moyenne une fois tous les 2 ans? Mais je n'ai pas dit dans ma déposition que chaque année. D'accord. Alors comment ça s'est passé exactement, madame? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous rappeler les circonstances dans lesquelles vous avez préparé votre départ, donc pour raison de santé, inhérent à l'état de santé de votre fils, et puis vous aviez donné également une deuxième raison, c'était pour votre sécurité? C'était mon agression. D'accord. Vous avez été agressé à N'Djamena même? À N'Djamena même. Oui, par qui? Par la population? Non, pas du tout. Vous ne savez pas du tout? Non, pas par la population. Oui, mais par qui alors? Parce que les gens qui détenaient la voiture Suzuki, ce sont les gens du SP, de la sécurité présidentielle. Mais j'ignore leur nom, donc je connais leur chef. Et ils vous ont agressé? Comme ça, ils vous ont molesté, ils vous ont maltraité, ils vous ont frappé? Non, il veut me frapper, je viens d'expliquer tout à l'heure. Je pense que vous avez écouté ce que je viens de dire. Il voulait me frapper, mais mon ami a mis sa main comme ça, il a frappé mon ami sur la main. D'accord. Alors, et à partir de là, qu'est-ce que vous avez décidé? Seul ou avec M. Diamous à l'époque? Qu'est-ce que vous avez décidé? C'était quand ça? C'était à la mi-mars? Début mars? Vers le début mars. Vers le début mars? Je pense. D'accord, vers le début du mois de mars. Je ne me rappelle pas du date exactement. Vous en avez parlé à votre mari, je suppose, quand vous êtes rentré à la maison? Il n'était pas là.
Il n'était pas là. Oui, il était à pêcher, il n'était pas là. D'accord, il était sur le terrain, quoi, en tant que Semga à l'époque, c'est bien ça. Et alors, vous lui en avez parlé au téléphone? Oui, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a suggéré? Non, il m'a dit ça, c'est des simples agressions, laisse tomber, c'est... D'accord. Et par rapport à votre voyage en France, donc, si on ne retient que la raison de santé? Oui. Qu'est-ce que... Donc à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Après mon départ à... Non, quand vous en avez discuté avec M. Djamous, il vous a dit, bon, laissez tomber, c'est pas grave, ça c'est une petite agression, etc. Vous lui avez, je suppose, dit que, compte tenu de l'état de santé de mon fils, je souhaiterais me rendre en France pour lui prodiguer des soins. Il était d'accord? Oui, bien sûr. D'accord, et à Parce partir qu'il a de là, vu que la situation et comment ça s'est du passé, là? petit, ça s'est dégradé de jour en jour. D'accord. Lui était à Béché et vous à N'Djamena. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de la mi-mars? Vous vous êtes rendu... Il est revenu, non, il est revenu. Ah, il est revenu? Et c'est lui qui vous a conduit à l'ambassade? Non, il n'est pas... Comment s'est passé votre acheminement à l'ambassade de France? Dans quelles circonstances êtes-vous arrivé? Quand on partait les épouses des responsables, quand on partait à Paris, on appelait l'ambassade pour nous envoyer le chauffeur. D'accord. Pour nous chercher à l'aéroport, et puis j'étais partie descendre directement à l'ambassade. D'accord. Vous bénéficiez en quelque sorte d'un régime de privilèges en tant qu'épouse de responsables politiques. Vous aviez des privilèges. D'accord. Et donc vous êtes arrivé à l'ambassade quand exactement? Quel jour? Le jour de mon arrivée de l'aéroport, je suis directement partie à l'ambassade. D'accord. Vous avez pris un vol régulier pour aller à Paris? Oui. Quand est-ce que vous avez quitté N'Djamena? C'était un vol de quelle compagnie? Air Afrique. Air Afrique. C'était quand? C'était en 89, mars 89, mais je ne me rappelle pas des dates. D'accord. Vous étiez seul pour effectuer ce voyage ou étiez-vous accompagné de... Avec mon fils. Oui. Il n'y avait pas d'autres dames? Non. Épouses de dirigeants politiques à l'époque qui vous... Pas du tout. D'accord. D'accord. Parce que vous dites dans votre déclaration, moi particulièrement, je suis protégé par les Français. Et c'est ainsi que j'ai la vie sauve. Vous êtes citoyenne française, c'est ce que vous voulez dire par là? Vous avez bénéficié d'une protection consulaire ou quelque chose de cette nature? Non. Non. Et pourquoi étiez-vous protégé donc par les Français? Qu'est-ce que vous entendez par protection des autorités françaises? Quand vous vous présentez, vous vous demandez une asile politique, on vous protège automatiquement. Oui, mais ça, vous le faites en France, pas à l'ambassade au Tchad, non? À l'ambassade de France au Tchad. Non, c'est quand j'avais quitté l'ambassade. Et vous avez demandé l'asile politique? Oui. Quand vous êtes arrivé à Paris? Non. C'est après la chute du 1er avril que j'ai demandé l'asile politique. C'est ça, quand vous êtes arrivé à Paris? Vous êtes arrivé à Paris, madame, quand j'ai quitté l'ambassade. Quelle ambassade? Précisez l'ambassade, s'il vous plaît. L'ambassade du Tchad. L'ambassade du Tchad à Paris? Oui. Donc, vous avez séjourné à l'ambassade du Tchad à Paris combien de temps? Depuis mon arrivée jusqu'à le 1er avril. D'accord. Depuis mon arrivée à Paris. Il y avait des locaux spécialement aménagés au niveau de l'ambassade du Tchad pour recevoir les épouses des dirigeants politiques à l'époque? Il y a le bureau et la résidence de l'ambassadeur. Oui, bien sûr. Il ne logeait pas là. Et puis, parfois, quand tu viens, tu peux descendre à l'ambassade, à la résidence. D'accord. Et à l'époque, donc, M. Hissène Habré ne voyait aucun inconvénient à ce que vous soyez bien sûr. Logé dans la résidence de l'ambassadeur du Tchad. Vous savez quelles étaient les relations à l'époque de l'ambassadeur du Tchad avec le président Habré? L'ambassadeur était-il en dissidence ou se considérait-il toujours comme l'envoyé spécial, extraordinaire et plénipotentiaire d'un ambassadeur au Tchad? Bien sûr. Ou bien il était en dissidence avec le président Habré? Non, pas du tout. D'accord. Et donc vous êtes sorti de l'ambassade quand pour habiter dans Paris et solliciter donc des autorités administratives françaises? Le 1er avril à 12h30. Le 1er avril à 12h30. Le 1er avril de quelle année? 89. 89. Donc vous avez séjourné combien de temps à la résidence?
de l'ambassade du Tchad à Paris. Depuis mon arrivée jusqu'au 1er avril. Et vous êtes arrivé quand alors? Je ferai la déduction après moi tout seul. C'est mars 89, mais je ne me rappelle pas de la date exacte. Ça fait 25 ans quand même. 16 mars. Non, j'ai dit mars 89, mais je ne me rappelle pas de la date exacte. Parce que quand même, ça fait 25 ans maintenant. Oui, mais vous êtes jeune, madame, vous devez avoir une bonne mémoire. Bien sûr, je suis jeune, mais la circonstance que j'ai vécue est plus grande que mon âge. Dites-moi, vous disiez tantôt que votre mari, M. Hassan Diamous, était un compagnon de lutte du président Habré, c'est bien ça? Bien sûr. Il n'était pas un peu plus que ça, quand même? Il n'était pas plus qu'un compagnon de lutte? Parce que tous les militaires, donc, à l'époque, étaient de la faction, bien sûr, enfin, il n'était pas plus que ça? Plus qu'un compagnon de lutte? Il n'était pas chef d'état-major général? Défente? Bien sûr. Il était comme chef. D'accord. Et comment expliquez-vous le fait par rapport à ceux qui vous ont précédé ici et qui disaient que finalement, pour les postes de responsabilité, le président Habré ne s'entourait que des gens de son ethnie, les Goran? Ça, je n'ai pas mis dans ma position. Les témoins qui vous ont précédé, beaucoup d'entre eux, nombreux, ont déclaré ici que le président Habré, à l'époque, ne confiait les postes de responsabilité dans l'administration ou la haute administration tchadienne qu'à des Goran comme lui. Comment expliquez-vous que votre mari, qui était Zarawa... Je pense que vous avez vu dans ma déposition, ça. Non, je vous parle par rapport aux autres témoins. Vous savez, on reste dans le contexte là. Je n'ai pas suivi, donc je ne peux pas répondre. Vous n'avez absolument pas suivi les débats à la télé tchadienne? Non, pas du tout. Ça ne vous intéressait pas? Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Ben, je vous demande, parce que si ça vous intéressait, vous feriez comme tous les Tchadiens, vous allumeriez, enfin tous les Tchadiens, du moins ceux qui disposent d'un poste de télévision. Maître, quand même, permettez-la de répondre à vos questions. Si vous l'accueillez comme ça, comment pourrait-elle répondre à vos questions? Vous avez parfaitement raison, Monsieur le Président. Excusez-moi, Madame Mariam, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Donc, je ne peux pas répondre ce que les autres témoins ont dit, parce que je ne sais pas. Donc, vous n'en avez aucune idée? Ils ont dit, donc chacun a ses... Donc maintenant, je vous pose la question différemment, si vous permettez. Selon vous, est-il exact, ou pensez-vous que cela soit vrai d'affirmer que le président Habré, à l'époque, ne s'entourait et ne confiait les postes de responsabilité qu'à des Goran comme lui? Ça, je ne peux pas confirmer, ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit dans ma déposition, donc je ne peux pas savoir exactement. Madame Mariam, si vous permettez, tout Tchadien a droit très respectueusement, je voudrais attirer votre attention sur le fait que si l'on s'en tenait simplement à votre déposition du mois de décembre 2013, vous n'auriez pas été aussi prolixe que vous l'étiez tout à l'heure par rapport aux questions qui vous étaient posées et par le parquet et par les parties civiles, si l'on s'en tient exclusivement à votre déclaration devant le juge. Vous avez dit... Parce qu'elle tient sur même pas une page. Les témoins ont dit. Vous avez été très bref. Ce que les autres ont dit, oui. Donc, et les Gorans, ce ne sont pas des Tchadiens, il peut leur donner le poste de responsabilité. Tout Tchadien doit... C'est son droit. Voilà votre déclaration du mois de décembre 2013. Vous n'êtes pas du tout prolixe. Mais là, sur interpellation du ministère public et des parties civiles, j'ai trouvé que vous expliquiez avec force et détail certaines situations, certaines circonstances. Alors moi, j'aimerais que vous en fassiez autant pour la défense, si ça ne vous ennuie pas, Madame Mariam. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci de votre sollicitude, Madame Mariam. Votre fils a été militaire et enrôlé dans l'armée, c'est bien ça? Dans les forces armées tchadiennes, du temps du président Idriss Déby. C'est ça? Il était fils unique. Oui. Est-ce que vous avez demandé à l'époque à une autorité tchadienne d'intervenir pour vous laisser ce fils unique à la maison et qui n'avait par ailleurs aucune formation militaire? Demandez à qui? Je ne sais pas, aux autorités, au président de la République, au chef d'état-major des armées à l'époque, au ministre des forces armées ou de la défense,
lui dire j'ai un fils unique, un seul, Dieu le garde, est-ce que vous pouvez ne pas le... Alors, il est rentré dans l'armée en quelle année, madame? Vous nous avez dit qu'il était décédé à l'occasion des événements de février 2008. En quelle année il est rentré dans l'armée? Est-ce qu'il a eu le temps de recevoir une formation militaire adéquate? Oui, En quelle année il est rentré dans l'armée? en 2005. Hein? En 2005. En 2005. Il est rentré de son plein gré dans l'armée? Oui, bien sûr. Quel genre d'études avait-il fait en France? Je suppose qu'il a fait pratiquement toutes ses études en France, non? Oui. Quel genre d'études a-t-il faites? Il a fait ingénieur en informatique. Ingénieur en informatique. Et il était ingénieur en informatique. Il est rentré de son plein gré dans l'armée Bien sûr. pour aller faire la guerre. Vous étiez consentante? Mais comme c'est sa volonté, il veut ça, donc je ne peux pas l'interdire. D'accord. Vous connaissez bien le président Idriss Déby? Oui, Très bien. Vous avez d'excellentes relations avec lui? oui, Très étroites? Familiales, amicales, cordiales? C'est bien ça? c'est quand même le président du Tchad. Oui. Attendez, Monsieur Macky Sall est le président du Sénégal, mais je n'ai pas de relation particulière avec lui. Hein. Ce n'est pas un ami, je n'ai pas l'occasion de le voir, ou quand je le vois, c'est un peu comme tout le monde, à la télé, à l'occasion de certaines réunions spécifiques. Mais sinon... Donc vous aviez d'excellentes relations avec le président. Et vous n'avez pas essayé de voir avec le président Déby, lui dire c'est mon seul fils, épargnez-le, essayez de le dissuader de rentrer dans l'armée Non? Non, je ne l'ai pas vu. D'accord. Est-ce que vous saviez qu'à cette époque-là, en 2008, le président Habré avait 34 fils majeurs, tous, et qu'il n'y en a aucun qui a été enrôlé dans l'armée? Vous le saviez? En quelle année? En 2008. Ah bon? Il avait 34 fils, quasiment tous majeurs, et il n'y en a pas un qui a été enrôlé dans l'armée. Vous le saviez? Pour les événements de 2008, hein, je parle. Non? Ça, je ne sais pas. Il ne vous a pas fait cette confidence? Qui? Le président Idriss Déby? Je pense lui-même, il ne connaît pas le nombre des enfants décès. Non, je ne parle pas des enfants de Vous Hissène, avez j'ai dit- peut-être fait un lapsus. Je parle d'Idriss Déby, le président Vous avez actuel. dit, en 7 ans, Hissène avait Vous savez qu'en 2008, étonné. le président Idriss Déby avait 34 garçons majeurs et qu'il n'y en a pas un seul qui a été enrôlé dans l'armée. Mais vous, votre fils unique, a été enrôlé? La majorité des enfants... Est-ce qu'il n'a pas été enrôlé à la demande du président Idriss Déby à l'époque? Non, la majorité des enfants d'Idriss sont des militaires. Maître, D'accord. il est 11 heures passées. Si vous avez beaucoup plus de questions, je propose qu'on observe la pause de la demi-journée et de revenir ensuite pour que vous puissiez poursuivre. Ça vous convient? Tout à fait, monsieur le président, messieurs de la Chambre. Parfaitement. Bien, on va observer la pause de la demi-journée, mais j'invite toutes les parties pour une rencontre au niveau de la salle de délibération. J'avais voulu le faire à 9 h, certains en étaient déjà informés, mais comme à 9 h tout le monde n'était pas dans la salle, et que nous n'étions pas prêts pour faire donc cette réunion, donc je préfère qu'on puisse la faire maintenant. Donc l'audience est suspendue.